Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur les plans de transition. Je vais faire l'introduction avant de passer la parole à mes collègues et notamment les rédacteurs du rapport. Donc pour vous rappeler d'abord que l'objectif principal de la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, est d'harmoniser, comme vous le savez, le reporting de durabilité des entreprises et d'améliorer la disponibilité et la qualité des données ESG publiées pour les rendre comparables et pour permettre aux investisseurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause sur les aspects ESG. Alors, l'important de cette directive, c'est au-delà de l'obligation de reporting qu'elle crée, et pour créer des informations comparables, elle vise avant tout à pousser les entreprises à mener une réflexion stratégique approfondie sur leur business model, leur mode de fonctionnement, plutôt que de fournir un simple reporting qui, en soi, n'aurait pas forcément d'intérêt. En conséquence, en tant que superviseur, nous insistons sur l'importance de la qualité des analyses internes qui sont faites, sur la progression attendue au fil des années sur les données qui seront publiées et dans le contexte où une piste d'audit sur les informations publiées est attendue par la CSRD. L'importance, c'est donc la construction de l'expertise à tous les niveaux pour avoir un vrai pilotage des questions climatiques et plus largement des questions ESG, complètement intégrées dans la stratégie globale et dans la réflexion financière des entreprises. Un contrôle interne robuste et une forte implication des organes de gouvernance seront évidemment des atouts dans le processus de mise en œuvre de CSRD et des ESRS au sein des entreprises, particulièrement du conseil d'administration général et du comité d'audit en particulier, qui se voient par CSRD attribuer un rôle accru dans le processus d'élaboration du reporting extra-financier. L'AMF, dans ce contexte, a dans ses priorités stratégiques l'accompagnement particulier des émetteurs pour la mise en œuvre de cette directive. C'est un axe essentiel pour nous que d'accompagner les entreprises à la mise en œuvre des nouveaux textes. Nous restons à l'écoute des sociétés cotées pour agir en faveur de la finance durable dans un cadre pragmatique. Sans avoir un rôle de conseil, parce que ce n'est pas notre rôle, nous les accompagnons via un dialogue régulier, bilatéral avec les entreprises, avec les associations professionnelles et également via des actions plus larges vis-à-vis de la place, dont ce rapport fait partie. Ce rapport vise à donner une vision plus claire des dispositions du texte CSRD sur les aspects des plans de transition. Il vise à être un mode d'emploi des standards techniques d'application de la CSRD sur le plan de transition climatique. Alors, les travaux ont été menés par la Commission Climat et Finances Durables, présidée par Marie-Pierre Payon, qui interviendra à la fin de la présentation, assistée des services de l'AMF pour expliciter et contextualiser ce qui est attendu des entreprises qui vont devoir publier pour la première fois leur rapport de durabilité selon cette nouvelle norme en 2025 sur l'exercice 2024. Ce rapport a procédé à une approche collégiale, mettant en regard les retours de terrain des entreprises qui ont été interrogées, les besoins des investisseurs et complété par ce qui permettent aujourd'hui les méthodologies d'analyse disponibles sur le marché. Cela afin que les entreprises aient toutes les cartes en main pour se préparer à l'élaboration des plans de transition robustes et restitués conformément à la réglementation européenne. Il présente aussi des éléments additionnels aux normes européennes voués à enrichir la qualité et la pertinence des rapports de durabilité. Merci aux deux co-rapporteurs, Émilie Thierry et Mathieu Garnero, qui sont membres pour la première de la commission consultative émetteur, pour le deuxième de la commission consultative de la commission climat et finances durables, et aux membres du groupe de travail rassemblant 15 parties prenantes d'horizons variés, administration, émetteurs, investisseurs, ONG, universitaires, qui ont contribué à l'élaboration et la rédaction de ce rapport. Quelques éléments sur la supervision que met en œuvre l'AMF. Au-delà de l'accompagnement, notre second axe d'action porte sur la supervision de l'information financière et extra-financière produite par les émetteurs.
La supervision des rapports de durabilité, donc qui sera un véritable challenge pour nous, un post-CSRD, sera encadrée et harmonisée au niveau européen via l'adoption des prochaines GLESI, les lignes directrices sur l'application des informations sur le développement durable qui sont adoptées au niveau de l'ESMA et qui donneront des guidelines aux superviseurs sur la supervision du reporting extra-financier en miroir de ce qui est aujourd'hui fait pour le reporting financier. Ces lignes directrices qui sont en cours de finalisation au niveau de l'ESMA précisent comment le régulateur doit approcher la supervision, l'objectif de la supervision, le type de revue, les différentes actions de supervision possibles. Par exemple, la réédition d'un rapport de durabilité ou d'une DPEF, les corrections demandées dans le document l'année suivante. Et ces lignes directrices encadrent l'organisation et l'expertise du régulateur, demandent la publication régulière de rapports sur les actions de supervision menées et proposent un cadre d'intervention au régulateur. Il s'agira aussi de discuter avec nos homologues à l'ESMA des cas de supervision concrets pour harmoniser nos approches et l'AMF et de ce point de vue-là, fer de lance pour promouvoir une approche concrète fondée sur des cas concrets au niveau européen pour s'assurer que nous avons tous la même compréhension des textes et que nous intervenons tous dans un level playing field. Donc la CSRD, au-delà du changement qu'elle impliquera pour les entreprises, impliquera un changement profond pour le régulateur lui-même qui aura, comme les émetteurs, une courbe d'apprentissage pour une montée en puissance sur cette directive. Alors, sur le déroulé de la présentation, donc il y aura d'abord la présentation des travaux par Vieteline Nguyen et Damien Dauter, avec un rappel du contexte général et réglementaire. Dans une première partie, une deuxième partie sur l'identification et l'estimation des leviers de décarbonisation et des objectifs de réduction des émissions. Une troisième partie sur le financement du plan de transition climatique et une quatrième partie sur la gouvernance et le suivi du plan de transition climatique. Et puis, conclusion de Marie-Pierre Payon, comme je l'ai indiqué. Voilà, je passe la parole à Vieteline. Bonjour, bonjour à tous, Damien Dauter de la division de la régulation des émetteurs. Donc aujourd'hui, la structure du webinaire va suivre, comme cela vient d'être dit, sans surprise, au plus près la structure du guide. Je vais commencer par un petit contexte réglementaire général sur les plans de transition dans le contexte du cadre finance durable. Pardon pour les slides qui ont défilé un peu vite. Donc la CSRD, évidemment, s'inscrit dans un cadre qui est très riche et très varié sur la finance durable, qui implique une variété de textes s'appliquant à différents acteurs, des textes qui peuvent être de nature différente. En termes d'obligations requises, il faut par exemple faire une distinction entre les textes posant des obligations de transparence comme la CSRD et les textes qui posent ou plutôt poseront des obligations de conduite avec la CS3D qui n'est pas encore entrée en vigueur. La CSRD donc vise à améliorer la disponibilité et la qualité des informations ESG. Bon, elle a maintenant été publiée il y a plus de 2 ans, mais comme toute directive a été transposée en droit interne ensuite, en l'occurrence en France, avec l'ordonnance du 6 décembre 2023, qui a été suivie de décrets. Je ne vais pas forcément revenir sur tous les éléments qui sont présentés dans la slide pour permettre d'accéder plutôt au contenu du fond du rapport. Je signale simplement que l'AMF a publié plusieurs actualités sur tous ces éléments, donc à la fois visant à présenter les grandes lignes de la CSRD, les grandes lignes de la transposition en droit national, mais également des éléments d'accompagnement pour bien se préparer au reporting CSRD. La CSRD, c'est aussi et surtout évidemment les normes de reporting de durabilité qui en découlent, donc les ESRS.
qui se décomposent entre les normes universelles déjà publiées et d'autres travaux qui sont toujours en cours par les FRAG, les normes sectorielles et les normes PME, ces dernières ayant fait d'ailleurs l'objet d'une consultation récente qui s'est terminée en mai. Donc, on voit évidemment sur la slide, sur le côté gauche, le rappel des intitulés des différentes normes thématiques et transversales du jeu 1 de normes universelles, donc tout secteur. Alors évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on lit notamment les points de données sur les plans de transition, on ne peut pas, disons, faire l'économie de ESRS 1 sur les principes généraux qui peuvent avoir trait à l'analyse de matérialité ou traitement de la chaîne de valeur, ou encore à ESRS 2 qui pose des obligations de reporting qui sont obligatoires et qui portent sur les 4 domaines de reporting que sont évidemment la gouvernance, la stratégie, l'identification des risques, impacts et opportunités, et enfin les métriques et cibles. Dernière petite chose, évidemment, il faut aussi rappeler que les normes thématiques et la norme ESRS 2 sont structurées par des Disclosure Requirements ou exigences de publication, les DR, qui sont ensuite eux-mêmes déclinés en points de données. Si on prend l'exemple du premier Disclosure Requirement de la norme climat ESRS E1, on va avoir l'intitulé Plan de transition pour l'atténuation du changement climatique, ce qui m'amène à la slide qu'on a sous les yeux, qui finalement répertorie sur la gauche les objectifs du DR, ce qui est fait systématiquement dans les ESRS, et à droite le contenu des points de données. C'est vraiment la liste des points de données qui sont attendus et qui correspondent au paragraphe 16 de la norme ESRS E1. Donc là déjà, ce qu'on peut voir, même si évidemment on déclinera tous ces points par la suite, c'est qu'un plan de transition ne se réduit pas à la fixation de cibles, mais embrasse vraiment plusieurs pans tels que les moyens financiers, la gouvernance, la stratégie de l'entreprise. Ce qu'on pourrait aussi penser en lisant cette slide, c'est qu'il suffit de regarder ces points de données à droite et ces objectifs à gauche pour comprendre et ce qui est attendu vraiment d'un plan de transition ESRS. C'est en partie vrai, mais évidemment, un des apports du guide, c'est justement de montrer et de faciliter, dans la mesure du possible, la lecture d'un plan de transition en aidant à naviguer à travers les différentes références qui sont faites à la fois au sein de la norme climat, évidemment, on peut penser au DR sur les objectifs, les actions, mais également de manière plus ou moins explicite aux principes de SRS 1 et aux obligations de reporting de SRS 2. J'en conclus sur cette slide avec le passage en italique qui est important. Le paragraphe 17 du DR sur le plan de transition indique que si l'entreprise ne dispose pas d'un plan de transition, elle indique si et le cas échéant quand elle adoptera un plan de transition. Donc là, deux choses. Ce paragraphe vient rappeler évidemment que la directive CSRD impose des obligations de transparence, pas de conduite. Et deuxième chose, plus indirectement, qui est intéressante, c'est que cela n'empêche pas à une entreprise qui souhaite montrer des efforts d'atténuation du changement climatique de reporter des efforts de manière plus sclérosée, disons, via les différents DR de climat qui touchent aux actions, aux cibles, aux politiques, etc., sans forcément passer par la vision holistique du plan de transition qui est proposé au Disclosure Requirement 1. J'en conclus avec l'introduction pour quand même rappeler finalement d'où viennent ces exigences liées au plan de transition. Et ici, il faut évidemment mentionner l'accord de Paris qui, à la COP 21, a fixé dans son article 2 les fameux objectifs de limitation de la température globale par rapport à l'ère pré-industrielle nettement en dessous de 2 degrés à 1,5 degrés.
L'idée d'un plan de transition, c'est d'ancrer ces objectifs de long terme étatiques dans la stratégie de l'entreprise, les traduire dans des objectifs à plus court et moyen terme, ce qui permet aux parties prenantes de comprendre les efforts de l'entreprise et sa capacité de transformation réelle. Je laisse désormais la parole à mon collègue Vietlin Nguyen qui va vous présenter quelques éléments de méthodologie du rapport et de sa structure. Merci beaucoup Damien. Bonjour à tous. Comme le disait Damien, plus que l'engagement à long terme 2050 sur le net zéro, l'important c'est la compréhension des efforts d'ensemble et la capacité réelle de transformation de l'entreprise, avec cette difficulté qui est cette désynchronisation des horizons, à la fois un horizon de long terme et puis des actions à court terme. Donc, que va-t-on trouver dans le guide et surtout dans quel esprit et par quel processus a-t-on abouti à ce document? Que trouver dans le guide? Je serai relativement bref puisque dans la suite de la présentation, on va justement dérouler chapitre par chapitre les différentes sections, simplement pour pouvoir comprendre justement comment fonctionne un plan de transition et avoir cette vision holistique. On est parti de plusieurs choses. La première, j'allais dire, celle qui est évidente de la part d'un régulateur comme l'AMF, c'est le rappel réglementaire, celui de la CSRD, des ESRS, voire même reculer un petit peu pour prendre de la hauteur de vue et se demander même pourquoi concevoir des plans de transition et qu'est-ce que la neutralité carbone au niveau des entreprises. Donc ça, c'est, j'allais dire, le premier chapitre qui est une sorte de poursuite de l'introduction ou qui contextualise l'ensemble. À partir du chapitre 2, une fois qu'on a justement vu l'enjeu de ces rapports plan de transition sur l'atténuation climatique, on rentre dans le cœur du réacteur. Le chapitre 2 est d'ailleurs le plus conséquent, et c'est celui où on va avoir l'importance des objectifs de court et de moyen terme, le niveau d'ambition à étayer, et comment justement différentes méthodologies, j'en reparle plus tard, qui sont également abordées dans le guide, permettraient d'aider les entreprises dans cette voie. On trouvera également beaucoup de précisions techniques qui peuvent servir dans le cadre de la conception comme de l'analyse des plans, les années de référence, les valeurs de référence, le périmètre, les émissions verrouillées. Tout cela va apparaître dans ce chapitre 2 qui est particulièrement structurant et central au rapport. La suite qui en découle, j'allais dire, est naturelle, puisque une fois qu'on a fixé les objectifs de court et moyen terme, qu'on a restitué les leviers de décarbonation à la fois dans une approche qualitative et quantitative de ces leviers, avec un calendrier de mise en œuvre, eh bien, pour voir si ce plan est crédible, eh bien, il faut voir s'il y a des moyens humains et moyens financiers. Donc ça, c'est le chapitre 3. Enfin, on comprend bien que les investisseurs attendent de la part des directions des entreprises un engagement fort et un niveau d'implication fort, avec des mécanismes d'incitation efficaces. Et là-dessus, on va avoir l'intégration de ces plans de transition à la gouvernance de l'entreprise et puis les modalités de suivi. Là encore, il va y avoir à la fois des focus, des zooms et des précisions. On vous mentionne évidemment les aspects de gouvernance, les aspects de prix de carbone interne sont également abordés dans ce chapitre. Et puis, vous aurez, alors j'allais dire avant les annexes qu'on a mentionnées en note de bas de page, vous avez également un tableau récapitulatif conclusif qui regroupera des éléments perçus comme essentiels par le groupe de travail et la CCFD et qui permettent, en lien avec les points de données des ESRS, de concevoir et d'aborder des plans de transition de qualité. Mais ce sont des éléments additionnels, j'y reviens encore une fois juste après avec la méthode. Alors, ce rapport, d'où vient-il? Donc, il n'est pas du tout parachuté, sans jeu de mots avec le 6 juin. Il procède de 4 types de contributions qui ont permis de bâtir, encore une fois, une vision qui est à la fois panoramique et collégiale. Panoramique puisque on est parti de questionnaires envoyés à la fois aux investisseurs et aux émetteurs. Ces questionnaires
côté préparateur de plans de transition, ce sont principalement des grandes entreprises. Côté utilisateur, on a rassemblé un panel assez représentatif avec des sociétés de gestion, mais aussi des assureurs, des établissements de crédit, 2 investisseurs institutionnels et fonds de private equity. Et ça a permis d'avoir une première vision à la fois des attentes des utilisateurs et puis des défis, des difficultés, des retours d'expérience des préparateurs. C'est un premier point. On l'a approfondi par 9 entretiens qui ont permis d'améliorer, de creuser, de poursuivre les attentes, les difficultés, les bonnes pratiques qu'on avait justement pu défricher grâce au questionnaire. On a ajouté à cela une analyse de 22 méthodologies existantes que vous pouvez trouver d'ailleurs en annexe 1 du rapport et qui servent à la fois à la fixation des objectifs, à l'évaluation des plans ou à des standards de reporting. Et là, évidemment, vous pensez tout de suite par exemple à SBTI, à Climate Action 100, à la méthodologie ACT développée initialement par l'ADEME et au sein de la World Benchmarking Alliance, aux GFANS, aux IFRS. Voilà. Donc ça, on a screené tout ça et puis vous allez les retrouver au sein du rapport pour voir justement comment ça interagit avec les ESRS et ce que ça peut apporter en complément. Et puis enfin, j'allais dire un petit peu la cerise sur le gâteau, mais vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses. Une analyse de 31 DPEF, déclaration de performance extra-financière d'entreprise, à partir d'un échantillon. Et en fait, pour l'échantillon, on a pris, alors c'est pas forcément représentatif et il y a un biais de sélection, mais fallait bien trancher. On a pris toutes celles qui avaient une note A à CDP Climate ou qui avaient soumis des CA Climate à leur AG sur les 2 dernières années. Et donc ça a permis de rassembler une masse énorme d'informations qu'on a ensuite restitué au sein du guide avec à chaque fois, à partir du chapitre 2, la même logique, la même dynamique pour que vous puissiez retrouver ce que j'appellerais un rapport choral et j'espère harmonieux. Donc, l'introduction réglementaire à chaque fois sur les data points E1, mais avec le lien, comme le disait Damien également, avec les standards généraux ESRS 1 ou ESRS 2 ou encore d'autres sections. Ensuite, les attentes des investisseurs, en miroir les pratiques et défis de la part des émetteurs, et puis l'état des lieux des cadres méthodologiques pertinents par rapport à ces points, mais qui, encore une fois, vont au-delà ou autour et ne constituent pas des éléments réglementaires. On a, si je puis me permettre, assaisonné cela également de quelques digressions intéressantes. C'est là où vous allez en trouver sur la neutralité carbone, sur la CS 3D, sur la double matérialité, sur des éléments de cadrage également, sur le fait qu'on ne peut pas utiliser d'offsetting, d'émissions séquestrées ou d'émissions évitées. Donc vous allez avoir également donc, des focus et des éléments de cadrage qui parsèment le rapport. Enfin, pour conclure sur cette section à la fois structure du guide, objectif et puis méthode, vous voyez ce qu'est le guide, un guide pédagogique utilisable par toutes les parties prenantes et qui permet à la fois d'exprimer, d'identifier les attentes autour des différents plans de transition. Il y a aussi ce que le guide n'est pas. Ce qu'il n'est pas, ce n'est pas simplement un copier-coller exhaustif de SRS E1 ou E1 16 par exemple. Ce n'est pas un guide qui couvre les émetteurs non financiers, dont la problématique est beaucoup plus particulière puisqu'ils vont évaluer les plans de transition des actifs qu'ils détiennent dans leur portefeuille. Ce n'est pas non plus une interprétation, je dirais même une fragmentation nationale, et c'est encore moins un exercice de supervision, une doctrine de supervision de l'AMF. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une photographie attentée, un moment clé qui est en amont de la publication des rapports au format CSRD qu'on va voir cette année. Et donc, ça ne préjuge pas de ce qu'on trouvera, mais on espère que tous ces constats vont pouvoir aider à avoir des plans de transition de qualité.
allons juste nous arrêter un instant pour prendre les questions qui ont été posées dans le chat. Alors, une première question était relative à la date d'entrée en vigueur de la CSRD. C'est vrai que la CSRD voit son entrée en vigueur assez échelonnée dans le temps, sur vraiment beaucoup d'années. Et la question portait notamment sur les clôtures décalées. Alors juste pour rappel, à compter d'exercices ouverts au 1er janvier 2024, donc sont concernées les sociétés qui aujourd'hui rentrent dans le champ de la NFRD, donc notamment les sociétés dépassant le seuil de 500 salariés. Si la clôture décalée, par exemple, ouvre au 1er mars 2024, c'est l'exercice 1er mars 2024 au 28 février 2025 qui sera concerné. Et si la société aujourd'hui est en dessous du seuil de 500 salariés, donc mais par contre au-delà du seuil de 250, son exercice concerné sera l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 pour les sociétés clôturant à fin décembre. Et si jamais son exercice venait à ouvrir, par exemple, le 1er mars 2025, c'est vraiment cet exercice-là, donc 1er mars 2025, 28 février 2026, qui sera concerné par cette première exigence de reporting CSRD. Nous avions aussi pas mal de questions relatives plutôt à la logistique. Donc, le support sera téléchargeable. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés, rassurez-vous, vous pouvez nous écrire et nous vous le transmettrons. Nous n'avons pas d'autres questions, nous allons pouvoir continuer la session. Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec plusieurs zooms qui vont être effectués et qui vont résumer les sections du rapport liées à des points de données spécifiques. Commençons donc par les cibles de décarbonation. Alors, ces points de données qui vont vous être présentés n'apparaissent pas uniquement dans le DR1 intitulé plan de transition. Par exemple, ici, on parle plutôt du DR E1.4 qui peut aussi donc se lire indépendamment d'un plan de transition. En cas de plan de transition, les exigences de E1.4 doivent s'imbriquer avec celles de E1.1. Je rappelle évidemment que le guide s'intéresse uniquement au plan de transition. Commençons donc par les exigences, les points de données spécifiques qu'on a regroupés dans cette section. En l'occurrence, les cibles doivent être divulguées en valeur absolue, c'est-à-dire qu'elles peuvent l'être en tonnes équivalent CO2 ou en pourcentage de réduction par rapport à une année de référence, en tout cas par opposition à des valeurs qui seraient en intensité, c'est-à-dire rapportées à la production de l'entreprise au dénominateur, donc soit en unité monétaire ou physique. S'agissant du deuxième point de données, les ESRS demandent que des cibles, s'il y en a, soient adoptées en valeur brute, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte tout ce qui est projet ou outils comme les crédits carbone, donc en dehors de la chaîne de valeur, les émissions absorbées et stockées donc au sein de la chaîne de valeur, mais aussi les émissions évitées, qui, elles, je précise, ne sont pas du tout incluses dans le champ des ESRS, contrairement aux crédits carbone et aux émissions absorbées et stockées qui, elles, lorsque l'entreprise en a, sont accompagnées de disclosures spécifiques. Donc, ce qu'on va faire pour chacun des zooms qui sont présentés, c'est de vous montrer un petit peu comme ce que fait le guide, les attentes des investisseurs d'abord, puis les pratiques des entreprises et ce qu'on a pu déduire des cadres méthodologiques qu'on a analysés, comme on vous l'a dit. Ce qu'il y a d'intéressant sur les attentes des investisseurs sur ce point, et c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent dans le guide, c'est qu'on note sans surprise une convergence entre les attentes des investisseurs et les attendus réglementaires de demain. Donc en l'occurrence, évidemment, c'est reporting en valeur absolue et en valeur brute sont des éléments de diligence importants pour les investisseurs qui indiquent dans les échanges qu'on a pu avoir rencontrer quand même des difficultés aujourd'hui, notamment en termes de comparabilité des données en intensité. Et également rencontrer des soucis liés à une transparence qui peut parfois être limitée sur la méthodologie qui est retenue. Du côté des entreprises, des émetteurs, concernant les cibles en valeur absolue, nous en tout cas dans notre échantillon, vraiment l'écrasante majorité des émetteurs publient déjà des cibles en valeur absolue. Les questions qu'on a pu avoir plus tôt sont liées à la fameuse question du découplage, donc
c'est une question qui se pose aussi évidemment au niveau étatique, hein, comment concilier la croissance de l'entreprise et la décarbonation de l'économie ou donc des activités d'une entreprise. Ce que le rapport, le guide indique, c'est que ce souci peut être atténué dans une certaine mesure pour la partie croissance externe d'une entreprise, puisque les ESRS permettent d'adapter la valeur de référence en cas d'acquisition ou de cession, par exemple, pour une entreprise. En revanche, évidemment, la question est tout à fait légitime pour la croissance organique. S'agissant des cibles en valeur brute, ce qu'on a pu noter, c'est qu'on peut encore avoir du mal parfois à distinguer dans quelle mesure certains objectifs sont ou non accompagnés de perspectives de reposer sur des outils comme les crédits carbone ou les émissions absorbées. Mais il y a quand même une majorité d'émetteurs qui relèvent dans les retours des questionnaires des risques de réputation associés à certaines de ces notions. S'agissant des cadres méthodologiques, bon, sans surprise, il y a beaucoup de prudence autour des outils liés au crédit carbone, aux émissions absorbées. Les cadres ont tendance à vraiment à plébisciter le reporting en valeur brute. Le reporting en valeur absolue, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup, mais il y a aussi des cadres qui reposent ou en tout cas qui laissent le choix d'utiliser un reporting en intensité, ce qui peut avoir du sens, notamment quand il existe une méthodologie sectorialisée. SBTI est mentionné là dans la slide. SBTI laisse le choix dans sa méthodologie net zéro entre absolu et intensité, mais a tendance à demander, lorsque les cibles sont en valeur intensité, des informations sur les perspectives de croissance. S'agissant du deuxième zoom, donc là on parle de la définition des échéances. Ce que demandent les ESRS, c'est de publier une valeur cible pour 2030, mais en tout cas, c'est pas obligatoire de publier une cible pour 2050. Puis, bon, à partir de 2050, il y aura des obligations de fixer ensuite des cibles avec un pas de 5 ans. Il y a des informations intéressantes qu'on a relevées de la part des investisseurs, en tout cas de l'échantillon du guide. C'est qu'il y a une distinction qui est faite entre la mise en œuvre des cibles à horizon 5 ans, qui permet de démontrer la crédibilité de la mise en œuvre opérationnelle du plan, et par ailleurs des éléments de plus long terme qui sont, eux, plutôt évalués via la cohérence entre la stratégie business de l'entreprise et les éléments qu'on retrouve dans son plan de transition. En tout cas, au-delà d'éléments très fins autour des objectifs, les investisseurs ont eu tendance dans l'échantillon à valoriser la convergence d'une trajectoire globale d'émissions avec des scénarios de référence auxquels se compare l'entreprise. S'agissant des pratiques des entreprises, là, on a vraiment une majorité, même une écrasante majorité des entreprises de l'échantillon qui fixent déjà des cibles, hein, pour les différents horizons que vous voyez à l'écran. Bien évidemment, il y a des défis assez attendus qui nous ont été remontés dans ces horizons de long terme autour de facteurs exogènes ou endogènes. Je vais passer rapidement sur la section suivante qui a trait à la valeur et l'année de référence qui, selon les ESRS, pardon, doivent être circonstanciés. Sont notamment attendus des éléments d'explication sur la façon dont l'entreprise s'assure que la valeur de référence est représentative. Les application requirements de E1 mentionne notamment l'exemple d'une année où qui pourrait être atypique en termes de température, ce qui pourrait avoir un impact sur la consommation d'énergie et partant sur les émissions de CO2. Voilà, c'est typiquement des choses auxquelles il faut porter attention lors de la fixation de l'année de référence pour remplir le critère de représentativité. Ce qu'on peut juste noter, hein, sur la base des retours qu'on a pu avoir, c'est que aujourd'hui, il peut y avoir des
des demandes de plus de transparence sur en tout cas de justification justement sur l'usage, sur le choix d'une année de référence ou d'une valeur de référence. J'en viens maintenant à la section suivante sur le périmètre de l'objectif. Donc, ce qui me permet de préciser d'ailleurs que les points d'introduction réglementaire qui sont présentés dans les slides ne sont évidemment pas exhaustifs pour permettre de ne pas avoir des slides trop fournis, mais c'est pour donner une idée quand même des éléments principaux, notamment ici, en l'occurrence, il s'agit de reporter des cibles sur les 3 scopes d'émissions et d'assurer une cohérence entre les objectifs et le bilan de gaz à effet de serre. Alors, là encore, exemple typique d'une correspondance assez évidente entre les attentes des investisseurs et les attendus réglementaires ESRS. En termes de pratiques et défis des entreprises, peu de surprises ici aussi, puisqu'on a eu énormément de retours autour des difficultés qu'il peut y avoir à reporter autour du scope 3. Donc, le guide classifie, disons, ces difficultés autour de l'obtention des données tout au long de la chaîne de valeur, la fiabilité des données lorsque ces données sont disponibles et la capacité d'influence des acteurs de la chaîne de valeur. Et là-dessus, on peut indiquer peut-être que dans le guide, il est fait une mention notamment d'exemples assez intéressants d'une ETI qui indique avoir plusieurs centaines de fournisseurs pour lesquels le bilan d'émission n'est pas forcément réalisé, ce qui évidemment complique le reporting du scope 3 pour elle. Autre exemple plutôt lié à la fiabilité des données, on note parfois que les entreprises peuvent regretter avoir affaire à des facteurs d'émission pour un même produit qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Donc, voilà, ce qui peut poser effectivement des questions de fiabilité. Du côté des cas de méthodologiques, là aussi, sans surprise, on plébiscite une couverture la plus large possible des émissions. Alors, il est notamment fait mention dans le guide d'une note technique du Climate Disclosure Project qui est assez intéressante parce qu'elle vient répertorier pour différents secteurs les catégories significatives de scope 3 qui sont a priori les plus attendus pour ce 10 secteurs. Voilà pour le périmètre de l'objectif. Pour finir, avant de laisser la parole à Mathieu Garnero, on va dire quelques mots sur la scientificité du plan, donc qui est aussi une section du guide. Donc là, on a plusieurs séries d'informations qui sont demandées, qui grosso modo peuvent être résumées par une demande de circonstancier vraiment via des hypothèses, des scénarios, la scientificité du plan. Ce qui ressort des différents questionnaires et des différents interviews qu'on a pu mener, c'est un point d'attention autour de SBTI. Donc là, on a un focus assez long, on peut dire, dans le guide. De fait, l'écrasante majorité des entreprises qui nous sont revenues et qui ont un plan de transition ont recours à SBTI pour faire valider leurs objectifs. Et cette dépendance, de fait, soulève des questions de la part des émetteurs, donc à la fois en termes de méthodologie, puisque certains émetteurs peuvent regretter l'absence de méthodologie sectorielle exhaustive et également, puisque des milliers d'entreprises font valider leur cible SBTI, des soucis liés aux délais de réponse qui peuvent être attendus. En tout état de cause, ce que le guide conclut, c'est que SBTI reste une source évidemment de crédibilité pour ce qui est de la certification des cibles, mais attention, évidemment, la validation SBTI ne suffit pas pour prouver la crédibilité d'un plan de transition, puisque, on le rappelle, évidemment, le plan de transition ne se limite pas à la fixation de cibles, loin de là.
Et cela nous offre une transition avec la slide suivante parce que justement, il existe des méthodologies qui ont vocation à couvrir dans leur évaluation une étendue, une palette plus large que les objectifs. Et c'est l'occasion de laisser la parole au co-rapporteur du groupe de travail, Mathieu Garnero. Merci. Merci Damien. Alors du coup, je prends la suite avec donc cet exemple assez concret d'une démarche ayant l'objet d'apporter de la scientificité dans l'évaluation du plan de transition. Donc c'est la démarche ACT. Alors le nom a un peu changé, maintenant ça s'appelle Accelerate Climate Transition. Dans le guide, c'était Assessing Low Carbon Transition. Et donc c'est une méthodologie qui en fait est déclinée en 2 versions. On a une méthode dite ACT pas à pas, qui est un outil qui aide les entreprises à concevoir son plan de transition et concevoir un plan de transition crédible. Donc finalement, c'est une méthode qui aide à remplir les ESRS. Et puis on a ACT évaluation, et là c'est un cadre pour évaluer ex post, donc une fois un plan de transition publié, la crédibilité et la qualité de la démarche mise en œuvre par l'entreprise. Alors, c'est un sujet en fait qui a été démarré de longue date, bien avant la CSRD, et c'est un sujet donc qui avait été lancé lors de la COP 21 par l'ADEME avec le Carbon Disclosure Project. Et donc c'est une méthodologie alors qu'on présente souvent comme une méthodologie française, mais en fait c'est une méthodologie internationale puisque lancée depuis la COP 21 et à l'agenda des Nations Unies depuis la COP 22 qui avait lieu à Marrakech. Alors, quel est l'objectif de cette méthode? Ça va être d'évaluer la qualité d'un plan de transition et sa compatibilité avec l'accord de Paris. Et donc, l'enjeu, ça va être de finalement réconcilier les différents éléments qui sont présents dans la CSRD, c'est-à-dire regarder à la fois les cibles, mais également les leviers, les moyens financiers, la gouvernance, les éléments d'engagement vis-à-vis des fournisseurs et clients, notamment pour décarboner le scope 3. Et c'est des méthodologies qui vont être à chaque fois déclinées de manière sectorielle, puisque donc on a plus d'une quinzaine de secteurs différents qui vont être pris en compte dans la méthodologie ACT. Donc des secteurs notamment difficiles à abattre en termes d'émissions, oil and gas, les sujets de l'électricité, transport, ciment, acier, etc. On va revenir juste dans cette section-là sur 2 éléments, 2 modules au sein de cette méthode, puisque l'objectif, c'est bien sûr d'évaluer l'ensemble des pans du plan de transition. Mais on va avoir un module lié à la fixation des cibles. Et donc là, ça va être la partie, ce qu'on appelle forward looking. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et donc l'objectif, ça va être de comparer les objectifs que se fixe l'entreprise, dont vient de parler Damien, avec ces trajectoires de référence sectorielles. Elles sont en général données par des scénarios type net zéro de l'AIE. Ou d'autres trajectoires sectorielles disponibles. Par exemple, l'objectif, c'est aussi de pouvoir décliner des trajectoires spécifiques à la France dans le cadre de la SNBC 3, par exemple. L'autre élément important, c'est pas tout de regarder le futur, c'est également intéressant de regarder le passé de l'entreprise. Il va également y avoir un mapping, une correspondance entre la trajectoire récente d'une entreprise et la trajectoire de référence de son secteur, pour savoir si l'entreprise est dans le rythme de décarbonation prévu au sein de son secteur. Et donc là, le graphique que vous voyez à l'écran illustre justement cette mesure entre la trajectoire que prévoit la compagnie, qui est en rouge, la trajectoire qui était prévue pour son secteur, qui était en bleu, et une espèce de règle de 3 pour voir si justement, quand on va appliquer au point actuel de l'entreprise le rythme de décarbonation prévu sur son secteur, est-ce que l'entreprise est à niveau ou est-ce qu'elle a encore un écart, donc un commitment gap, un écart par rapport à la cible prévue associée à son secteur. Alors, je poursuis. Donc, c'est vrai qu'on a parlé objectifs. L'idée, bien sûr, des objectifs, c'est de voir quelles sont les actions associées par l'entreprise pour atteindre ces objectifs. Et donc, un élément clé de la CSRD et de CRS, ça va être de décrire quelles sont les actions envisagées, déjà mises en place ou planifiées pour réaliser ces objectifs. Et pour chacune de ces actions, ce qui est demandé dans les standards, c'est de montrer la contribution quantitative de chacun de ces leviers pour la réalisation des cibles. Donc on va avoir des attentes de la part des investisseurs. Donc on est sur un sujet qui est quand même relativement moins regardé aujourd'hui que la fixation des cibles ou la gouvernance. Et l'attente, ça va être de mieux comprendre les contributions respectives, de faire également le lien. On est sur un sujet d'analyse d'abord en double matérialité. Est-ce que l'ensemble des sujets matériels de l'entreprise sont bien couverts par des leviers? C'est un point important. Et puis à quel horizon, quel est le calendrier de déploiement de ces actions?
Pour les entreprises, on est sur un sujet où on est aujourd'hui relativement peu mature, en tout cas sur l'aspect reporting, hein, puisqu'on a pu voir en analysant une soixantaine de pourcents, des rapports, donc sur la trentaine, ne donnaient pas une analyse détaillée, des contributions respectives de chacune des actions. Donc il y a un listing, hein, des actions, prévues dans le plan, mais pour l'instant, il n'y a pas encore, les différents éléments isolés pour, qualifier les effets de chacun des leviers et la description, voilà, de tous les éléments, horizon et description de comment ces leviers s'intègrent dans la stratégie de l'entreprise. Donc une marche quand même importante à gravir de ce point de vue-là. Et puis, un point d'alerte ou d'attention et qui va revenir un petit peu tout le long, hein, sur les questions également de confidentialité et d'éléments donc, que l'entreprise voudrait à la fois avoir une certaine transparence, mais en même temps pouvoir protéger certains éléments, liés notamment à des stratégies et de la compétitivité. Sur la base des cadres méthodologiques, un des enjeux clés, c'est qu'on a des leviers qui sont relativement, démontrables et qui sont attendus sur des objectifs de court terme. Donc là, à court terme, on attend, dans les différents cadres méthodologiques que les entreprises puissent avoir des leviers qui soient cohérents avec les cibles de court terme qui sont données. Et puis sur des leviers de plus long terme, notamment, on est beaucoup plus de sensibilité à différentes hypothèses sous-jacentes, donc déploiement de certaines technologies, évolution de marché, et cetera. Et donc il faut aussi donner les éléments d'incertitude, associés à la mise en œuvre de leviers de plus long terme. Alors, les ESRS ont donné voilà aussi quelques exemples, pour faciliter aussi la compréhension de ce qui est demandé, des entreprises dans leur reporting. Donc vous avez sur la partie gauche, le schéma illustratif, hein, de comment une entreprise, peut décrire, les actions, pour atteindre son objectif à horizon, 2030. Alors c'est écrit petit, et on a un exemple, assez concret d'une entreprise française, donc EDF, hein, qui avait déjà mis des éléments d'explication de ses actions de décarbonation dans son rapport annuel. Et donc là, vous avez le détail de comment EDF prévoit de baisser de 50% ses émissions avec une date de référence baseline à 2017 et la description des différents leviers qui sont ensuite explicités dans son rapport. Donc là, voilà, un exemple de bonne pratique aussi qui peuvent aider, hein, les entreprises à s'inspirer pour produire les ESRS E1. Dernier point sur objectifs et leviers, la question des émissions verrouillées, qui est un sujet relativement nouveau par rapport au reporting actuel. Et l'enjeu, effectivement, souvent dans les plans de transition, on a beaucoup de descriptions, hein, de la partie durable et ce qui doit se développer. Mais il y a un point d'attention important à avoir sur les actifs les plus carbonés d'une entreprise et quelles sont les émissions induites par la poursuite de la production de ces actifs. Donc sur les émissions verrouillées, on a à la fois des actifs qui sont possédés par l'entreprise, par exemple une centrale électrique au gaz, ou des émissions verrouillées par les produits vendus, typiquement la vente de certains véhicules thermiques par une entreprise. Et donc, on calcule les émissions verrouillées en regardant les émissions produites par ces actifs, fois un facteur d'activité, donc comment ces actifs vont être utilisés, fois leur durée de vie. Et il y a un lien clair, hein, entre ces émissions verrouillées et la notion d'actifs échoués. On va dire que sur les actifs échoués, on va s'intéresser plutôt à l'aspect des risques financiers associés à la production de ces actifs et le risque, hein, justement que la durée de vie de ces actifs ne puisse pas être pleine. Voilà, donc on a clairement un lien entre ces deux aspects. Et donc, c'est quand même voilà, quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte, notamment pour toutes les entreprises qui ont des actifs très émissifs. Et donc, la stratégie mise en place autour de la poursuite ou non de l'utilisation de ces actifs, et en particulier typiquement sur le secteur oil and gas. Alors, je ne sais pas si on a des questions à ce stade. Alors, on a pas mal de questions, en effet, relatives déjà. Donc, encore une fois, techniquement, on vous rassure, on vous enverra la présentation à la fin aux participants. Donc, voilà, soyez rassurés de cet élément. Peut-être une question relative à la transparence méthodologique, donc attendue dans ces reportings. Donc, oui, on confirme que, en tout cas, c'est une attente de l'AMF, elle est forte. C'est quelque chose qu'on avait déjà rappelé à l'occasion de nos précédents rapports, notamment sur la taxonomie, qui ont été publiés l'année dernière et il y a 2 ans.
il est attendu une forte transparence sur ces éléments-là, notamment en effet les premières années. Après, il ne faut pas oublier, donc ça a été rappelé en introduction par Astrid, c'est une robustesse de la donnée qui est attendue, puisque cette donnée sera auditée avec une assurance modérée dans un premier temps, puis raisonnable. Et donc, la robustesse de cette data sera attendue dans le temps. Une autre question portait sur le fait, est-ce qu'il peut y avoir un plan de transition un peu, entre guillemets, à côté du rapport de durabilité? En fait, ce que s'attache à démontrer aujourd'hui le guide, c'est qu'il y a une forte interaction entre finalement les attentes des ESRS et un plan de transition et son déroulé et ce qui est attendu. Donc après, c'est vrai que si la société a besoin de donner plus d'informations, en fait, il ne faudrait pas que ces informations structurantes se retrouvent dans un autre document qui serait à consulter que dans le rapport de durabilité. Donc voilà, donc ça serait notre point de vigilance sur ces éléments-là. Logiquement, c'est ce qu'a essayé de démontrer ce guide, c'est qu'il y a un fort overlap. Normalement, on retrouve normalement toutes les étapes du plan de transition, en tout cas grâce au référentiel ESRS. Et encore une fois, s'il y a besoin de donner plus d'informations, il ne faudrait pas que cette information soit structurante, se retrouve en dehors du rapport de durabilité pour assurer une certaine lecture cohérente d'ensemble. Par ailleurs, on avait plusieurs questions. Je vais laisser la parole à Damien, notamment Damien, une question sur les achats fournisseurs, donc ce poste du scope 3. Mon fournisseur ne fait pas de bilan carbone. Qu'est-il possible de faire en la matière? Oui, alors là-dessus, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que évidemment de la transparence est nécessaire et dans cette perspective, je renvoie à un AR, l'AR 46 de la norme E1 qui, spécifiquement sur le scope 3, demande d'indiquer dans quelle mesure les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 de l'entreprise sont calculées à l'aide de données d'entrée provenant des activités spécifiques dans la chaîne de valeur de l'entité et communique le pourcentage d'émissions calculées à l'aide de données primaires obtenues auprès des fournisseurs ou d'autres partenaires de la chaîne de valeur. Donc ce qu'on comprend, c'est évidemment que des estimations sont possibles, mais en tout cas, les ESRS préconisent d'assurer de la transparence sur la manière de reporter son scope 3. Il me semble qu'il y avait aussi d'autres questions. Alors, on a beaucoup de questions. Je ne sais pas par lesquelles on peut commencer. Charles, si Peut-être celle sur la compatibilité avec l'accord de Oui. Paris et le débat qui émerge en ce moment sur la place. Oui, effectivement, on a une question sur la notion de compatibilité 1,5 degré avec l'accord de Paris. Donc là-dessus, je pense que c'est pas mal de préciser un petit peu les choses. Donc, il est vrai qu'un débat public a émergé autour de l'usage de ce terme et ce qu'il recouvre. On a deux interprétations. Donc, d'une part, la première interprétation dans laquelle le terme de compatible signifierait aligné avec l'objectif 1,5 degré, c'est-à-dire qu'un plan de transition devrait reposer sur un budget carbone qui conduirait à limiter le réchauffement global à 1,5 degré s'il était extrapolé à l'ensemble de l'économie. Ça veut dire que dans le cadre d'un plan de transition ESRS, l'ambition de la société serait présentée comme étant alignée sur une trajectoire 1,5 degré. La seconde interprétation du terme compatible, ce serait de comprendre comparable avec l'objectif 1,5 degré. C'est-à-dire qu'un plan de transition devrait contenir une comparaison entre la trajectoire de décarbonation de l'entreprise, et d'ailleurs quel que soit son niveau d'ambition, 2 degrés, 2,5 degrés, et une trajectoire 1,5 degré, mais sans imposer de rechercher un alignement entre la trajectoire et un quelconque benchmark, une quelconque référence externe. Donc, dans le cadre d'un plan de transition SRS, cela voudrait dire que l'ambition de l'entreprise pourrait être différente de la valeur de référence 1,5 degré. Donc, au moment de l'écriture du rapport, ce débat n'avait pas émergé et le guide, sans s'engager dans la question, est positionné en faveur de la vision alignée. En tout état de cause, face à l'émergence de ce débat, nous appelons vraiment de nos vœux des clarifications au niveau européen sur cette question, qui est évidemment extrêmement importante afin d'assurer une définition harmonisée.
et l'AMF suivra évidemment ces clarifications. Voilà pour cette question. Alors, on a beaucoup d'autres questions. Je vais voir un peu pêle-mêle. Donc, je vois par exemple une question: quelle différence faites-vous entre levier et action clé? Alors, les leviers de décarbonation, le terme de levier, c'est vraiment utilisé dans les ESRS que pour les besoins vraiment des actions d'atténuation changement climatique. C'est simplement une notion qui permet d'agréger justement les actions clés d'une entreprise dans des catégories qui sont plus faciles à lire. Donc, bon, des leviers, ça peut être les les énergies renouvelables, voilà, ou changement de fournisseurs. Il y a un R31 qui est dans la norme climat qui est très bien fait sur une trajectoire de décarbonation d'une entreprise avec des briques de couleurs qui répertorient différents leviers de décarbonation et qui sont répartis entre ceux qui sont au sein de la chaîne de valeur dans les opérations propres et dans la chaîne de valeur. Je regarde les autres questions. Je vais peut-être en prendre deux, Damien. Donc, il y avait une question sur l'utilisation de ACT à l'international. C'est vrai que c'est une méthode notamment qui est pas mal promue par l'ADEME, notamment pour accompagner les entreprises dans la mise en place de plans de transition, et ça acte pas à pas. Sur la partie ACT évaluation, on a un partenariat avec la World Benchmarking Alliance qui produit une évaluation des 400 plus grosses entreprises émissives et grands groupes dans le monde. Donc, c'est un travail relativement analogue à un travail qui peut être aussi fait par la Climate Action 100+, qui publie aussi l'évaluation de 170 plans de transition sur des grandes entreprises. Donc, on a finalement cette base de 400 entreprises qui peut servir aussi de bon élément pour comprendre, alors on a notamment du côté d'un investisseur, quelles sont la qualité des plans de ces plus grandes entreprises. Et puis après, on a un certain nombre de partenariats assez ciblés. Donc, la méthode ACT est pas mal utilisée au Japon ou au Brésil. Voilà, donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utilisé de façon uniforme partout, mais qui a pris dans un certain nombre de pays. Et il y avait un certain nombre de questions sur les émissions verrouillées également. Et donc, alors, lesquelles prendre en compte? Je pense que c'est aussi en lien avec l'analyse de matérialité des émissions de l'entreprise. Donc, voilà, il faut prendre des émissions verrouillées matérielles. Et puis, je pense qu'il y aura aussi un certain nombre de détails plus précis qui viendront des guidelines sectorielles. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, on est sur des principes assez généraux, mais on attend aussi des guidelines sectorielles plus d'éléments. Je vous propose du coup de poursuivre la présentation, parce qu'on a déjà un peu en dehors du temps. Un point assez important sur le chapitre 3, ça va être les moyens financiers alloués au plan, puisque là, on a parlé jusqu'ici des actions mises en œuvre. L'importance associée à ces actions, ça va être la crédibilité de leur exécution. Et pour ça, il va falloir que l'entreprise décrive la nature des ressources qui vont être mobilisées pour réaliser ces actions. Donc, c'est des ressources qui peuvent être financières, mais ça peut être aussi des ressources humaine, voire de gouvernance. Enfin, voilà, comment les choses sont mises en œuvre. Sur ces ressources, il faut à la fois décrire celles qui sont disponibles actuellement et comment des ressources futures vont pouvoir être mises en place. Et donc, c'est aussi un des points clés où les éléments des ESRS E1 vont être connectés également aux états financiers, des rapports financiers de l'entreprise. Et donc là, le plan de transition et sa planification financière doit être pleinement intégré à la planification financière de l'entreprise et sa stratégie commerciale globale. Donc ça, c'est le contexte réglementaire. Et bien sûr, il doit y avoir un point d'attention sur tous les éléments significatifs liés aux investissements dans les activités associées au charbon, pétrole et gaz. Donc, du côté des investisseurs, c'est quelque chose qui va être regardé de près, puisqu'ils ont aussi un rôle à jouer dans ce plan de financement, et avec un intérêt aussi pour voir qu'est-ce qui peut être annoncé aussi à long terme pour crédibiliser les leviers d'action. Côté entreprise, et la principale difficulté, effectivement, c'est que la planification financière est quand même essentiellement de court terme, avec des planifications inférieures à 3 ans en général. Et donc, les hypothèses aussi de déploiement au-delà sont assez compliquées à mettre en œuvre, plus l'élément de confidentialité dont j'avais déjà parlé précédemment.
Avoir dans les cadres méthodologiques un point important, hein, c'est qu'on a toujours finalement 2 éléments. Finalement, quel est le plan de CAPEX pour réduire, les activités, avec, des impacts significatifs sur le climat, donc les activités avec une forte intensité carbone, les actifs, marrons, comme on parlait précédemment. Et puis, le plan de CAPEX plutôt pour accroître la contribution à des solutions climatiques, typiquement, des solutions, taxonomiques. Et donc, puisque je parlais de solutions taxonomiques, on a justement cette connexion entre le reporting CSRD et le reporting taxonomique, puisqu'il va falloir expliquer en quoi le plan de transition prévu dans la CSRD contribue au déploiement d'un chiffre d'affaires taxonomique, donc qui respecte les différents critères. Et donc pour ça, il va falloir connecter les montants significatifs de CAPEX et d'OPEX avec ceux présentés dans le reporting taxonomique et expliquer la raison des différences, hein, puisqu'il peut y avoir un certain nombre de leviers type efficacité énergétique ou autres qui peuvent ne pas être visibles dans le reporting taxonomique. Et donc pour les investisseurs, le suivi des indicateurs taxonomiques est un élément important, d'autant plus important que ces investisseurs sont eux-mêmes soumis à un reporting taxonomique et un certain nombre de produits et de fonds vont justement devoir montrer la part taxonomique des investissements. Du côté des entreprises, c'est quelque chose pour l'instant qui a été relativement peu utilisé. Notamment, il y avait la possibilité dans la taxonomie d'avoir un plan de CAPEX taxonomique pour montrer justement cette démarche pour transformer des activités en activités taxonomiques. Et donc, c'est plutôt une marche à gravir à ce stade. Je poursuis avec la gouvernance sur le plan de transition. Alors, c'est un point extrêmement clé et qui est attendu, donc savoir comment le plan de transition a été approuvé par les organes de gouvernance de l'entreprise, et puis quels sont les éléments liés au climat pris en compte dans la rémunération des membres des organes de gouvernance. Donc les attentes des investisseurs, elles sont assez claires sur ces sujets-là, notamment l'engagement actionnarial autour des sujets de gouvernance est quelque chose d'assez mature côté investisseur. Et donc il est attendu une forte implication des instances de gouvernance, notamment le conseil d'administration, pour à la fois valider le plan et suivre sa mise en œuvre. Il est également attendu d'avoir une intégration des cibles climatiques dans les éléments de rémunération, et donc pas uniquement d'avoir des éléments ESG un peu génériques dans la rémunération, mais des éléments assez précis associés au plan. Et puis, bien sûr, des attentes de compétences de la part du conseil d'administration sur ces sujets, notamment les sujets climatiques. Et c'est en regard un élément de difficulté qui est présenté par un certain nombre d'entreprises. Alors, dans les différentes enquêtes qu'on a pu avoir, on a eu des situations assez contrastées finalement, où dans certains cas, on a un conseil d'administration qui est pleinement au fait des sujets et compétent justement pour valider les éléments. Et dans d'autres cas, il y a clairement un travail de montée en compétences pour pouvoir associer le conseil d'administration à la prise de décision autour du plan de transition. Le suivi, c'est l'autre élément extrêmement clé, c'est pas tout d'avoir un plan de transition, c'est de l'exécuter. Et pour ça, il est important d'avoir la mise en place d'indicateurs de suivi qui puissent montrer les progrès réalisés dans l'exécution du plan et expliquer aussi, se préparer aussi à ce que le plan ne se réalise pas forcément exactement comme c'était prévu et de pouvoir s'adapter et de prévoir donc des changements en cas de non-atteinte de certains objectifs. Donc tout ça, c'est donc prévu à nouveau dans les ESRS. Et bien sûr, côté investisseur, ces données de suivi de l'exécution du plan, c'est un élément extrêmement clé aussi donc pour voir la crédibilité du plan mis en œuvre. Et puis également la transparence autour des mesures correctives, si jamais les cibles de gaz à effet de serre ne sont pas atteintes par l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, côté entreprise, c'est des pratiques qui sont aussi plutôt matures. En général, quand on prépare un plan, on a un certain nombre de KPI pour vérifier sa bonne exécution. Mais toujours un point d'attention que soulignait Damien sur le scope 3, qui est en général plus compliqué pour les émetteurs, n'étant pas complètement sûr ni des leviers, ni de la capacité à atteindre les cibles annoncées. Peut-être comme on a un peu de
de retard, on va peut-être enchaîner directement sur la conclusion et on prendra une dernière session de Q&A. Allez, parfait. Donc du coup, je finis avec la conclusion. Donc c'est peut-être un rappel des principaux points qui ont été présentés ce matin en message clé. Donc définition des objectifs de décarbonation. Donc on a avec les ESRS un cadre de définition des objectifs de décarbonation et donc que les entreprises doivent inclure dans leur plan de transition. Ce cadre, il est clé. Il y a un consensus méthodologique sur la manière de le faire. On est sur un sujet qui est très mature de ce point de vue-là. Et les principales difficultés qui sont remontées jusqu'ici, c'est l'estimation et l'obtention de données sur le scope 3. Donc clairement, l'axe de progression attendu à la fois du côté des fournisseurs et puis côté harmonisation des méthodologies. Rendre compte des leviers de décarbonation, donc c'est le point clé du plan de transition. On attend une description à la fois qualitative, donc quels sont les leviers, quelles sont les actions au sein de ces leviers, je réponds à une des questions qui étaient dans le chat, et quels sont les éléments quantitatifs associés aux leviers, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre des leviers et le calendrier de mise en œuvre de ces leviers. Donc là, vraiment, on a la roadmap prévue pour l'exécution des actions de décarbonation. Dans les difficultés, la question d'isoler les leviers. Donc effectivement, si on les met dans un ordre ou dans un autre, on ne va pas avoir peut-être la même description des effets. Et puis des éléments liés à la confidentialité des informations qui vont être rendues publiques. Sur le traitement des émissions verrouillées, c'est un élément nouveau, mais un axe assez primordial pour pouvoir décrire les actions qui sont prévues sur les activités particulièrement émissibles. Enfin, sur les moyens financiers alloués au plan, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc voilà, dans ce rapport, c'est qualifié de plus haute marche à franchir. Peu d'émetteurs aujourd'hui rendent compte des investissements affectés à leur plan et de manière détaillée. C'est quelque chose aussi, je le souligne, mais qui va être aussi regardé d'assez près par l'indicateur climat de la Banque de France. Donc c'est aussi un sujet nouveau, mais qui va être pris en compte dans l'analyse des plans de transition. Et l'enjeu est très important puisqu'en fait c'est la crédibilité du plan. Donc c'est vrai qu'avoir juste des objectifs sans plan, ça n'a pas de sens. Avoir un objectif et un plan, c'est bien, mais si ce plan n'est pas associé à des moyens financiers, il n'est pas crédible non plus. Donc c'est vraiment un élément qui va être regardé d'extrêmement près. Et puis le dernier point dont on a parlé en fin de ce webinaire, donc la gouvernance et le suivi. Il est toujours attendu de la part des principaux cadres méthodologiques d'avoir une association du conseil d'administration et du plus haut niveau de décision pour s'assurer que le plan soit bien porté par l'entreprise. Donc c'est vraiment important cet élément-là. Et puis il faut également qu'il y ait des incitations pour la bonne exécution du plan. Donc on a parlé des rémunérations conditionnées au plan de transition. Il est aussi important que les rémunérations dans l'entreprise soient aussi, il n'y ait pas des rémunérations qui viennent à l'encontre de la bonne exécution du plan de transition. Donc la cohérence d'ensemble est aussi quelque chose d'extrêmement clé à regarder. Et enfin, le suivi du plan dans le temps, ça va être extrêmement clé. Donc il faut définir les indicateurs appropriés pour voir la bonne exécution des différentes actions et la réduction des émissions associées au déploiement de ces actions. Et donc c'est quelque chose de complètement indispensable et progressivement, effectivement, ça va être vraiment le doublon entre la vision future, mais également qu'est-ce qui s'est réalisé par le passé et la bonne exécution du plan en cours et les actions de remédiation. Voilà, j'arrête ici et je laisse la parole à Marie-Pierre pour la conclusion. Merci Mathieu. Alors, merci à tout le monde déjà. Donc, moi, pour terminer cette présentation, j'aurai deux grandes conclusions. La première au sujet de ce travail qui a été fait. Et je voudrais souligner d'ailleurs en premier lieu la qualité des travaux. Et d'autant plus, je voudrais le souligner que je n'étais pas président de la CCFD à l'époque, mais c'était Robert Eiffel aussi, qui est aussi le président de l'autorité des normes comptables, qui a piloté ces travaux. Donc, travaux de qualité de par la méthodologie qui a été employée, qui a été développée ce matin. Travail aussi qui a mis en avant la transversalité au sein des équipes de l'AMF et des commissions, puisque c'est un travail qui a été fait avec les experts de la CCFD, de la commission climat et finances durables, et également de la commission consultative des émetteurs, ce qui montre bien que là, les équipes de l'AMF qui ont été fortement engagées et qui ont fortement contribué ont mis en avant ce qui a été rappelé par Astrid dans son introduction, c'est-à-dire la nécessité d'accompagner les émetteurs. Et ça, je crois que c'est une parfaite réussite déjà dans la publication de ce guide. Et donc, effectivement, un guide pédagogique
comme son nom l'indique, avec pour enjeu d'accompagner et de faire monter en compétences sur un sujet qui certes est mature, mais qui nécessite quand même encore de travailler ensemble pour arriver à avoir une totale expertise. Le deuxième point très rapidement que je voudrais souligner, c'est cette fois-ci pourquoi l'importance de ces travaux. Et je vois deux éléments à mettre en avant. Le premier, et également Astrid l'a souligné dans son introduction, c'est la nécessité d'avoir des normes, parce que les normes, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un langage commun. Et sur les sujets alors pas simplement de climat, mais d'ESG dans son ensemble, ce qui nous manque, c'est d'avoir des données comparables, d'avoir ce langage commun. Je fais toujours cette comparaison avec les données financières. Nous avons pu comparer des entreprises entre elles à partir du moment où nous avons eu des normes d'abord nationales, puis internationales. D'où l'importance, effectivement, de l'introduction de ces normes de durabilité dans les rapports de gestion à partir du 1er janvier 2025. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de répondre aux objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire d'aller vers la neutralité carbone. Et la transition est bien sûr au centre de ce processus. Il faut aider les entreprises à transformer les business models et non pas chercher à exclure des activités entières de l'économie qui risqueraient de nous plonger dans une crise majeure. Donc aujourd'hui, ce rapport, ça a été longuement discuté, il met en avant une méthodologie pour mieux rendre compte de cette transparence de l'information. C'est important pour les émetteurs puisqu'ils sont soumis réglementairement, mais il a été souligné également que c'est important pour les investisseurs. Les investisseurs qui ont eux-mêmes besoin d'expliquer comment ils choisissent leurs investissements, ils sont en phase avec la réglementation SFDR. Et puis, je voudrais également signaler qu'il va y avoir pour les fonds labellisés, il va y avoir un nouveau cahier des charges du label ISR qui introduit cette notion des plans de transition et qui demande aux investisseurs d'avoir une obligation de moyens avec une méthodologie d'analyse des transitions et d'appliquer effectivement cette analyse de transition pour un certain nombre des émetteurs qui composeront le portefeuille. Donc, comme on le voit, finalement, l'analyse des plans de transition, c'est l'affaire de tous, hein. C'est l'affaire des émetteurs, puisqu'ils sont soumis à la réglementation CSRD, c'est l'affaire des investisseurs, mais c'est également l'affaire des régulateurs. Et je crois que précisément ce que l'on voit dans ce travail totalement réussi, je crois qu'on est français, on se dit jamais assez la qualité des travaux, et bien dans ce travail complètement réussi, c'est là pour aider tout le monde dans un sujet qui reste encore en construction. J'espère que ce webinaire a été utile pour vous tous et vous toutes, et nous restons bien évidemment à votre disposition pour poursuivre. Je prends une dernière question qui a été posée par rapport aux moyens financiers, particulièrement à la taxonomie. Donc la question étant, faut-il indiquer le pourcentage de chiffre d'affaires aligné taxonomie prévisionnelle? Donc ce qu'il y a, c'est qu'il s'agit de faire le lien entre les dépenses qui permettront d'aligner une activité sur la taxonomie ou démarrer une activité qui sera alignée. Pour plus de détails sur les plans CAPEX notamment, on a publié un rapport sur le reporting taxonomie récemment. Je précise quand même qu'il y a un AR dans la norme climat qui est l'AR 4 qui demande des informations autour des KPI taxo prévisionnels qui sont plus du degré du narratif, mais où l'entreprise doit expliquer comment l'alignement de ses activités en lien avec la taxonomie est attendu à évoluer pour soutenir la transition vers une économie durable. Je cite quasiment le texte. Donc voilà, il faudra quand même des informations narratives également là-dessus. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions.
Merci à tous. Juste pour conclure, vous avez deux petites questions qui vous ont été adressées pour notamment apprécier notamment la qualité du webinaire. Donc c'est en bas à droite de votre écran, vous avez un sondage. Donc on vous invite à répondre et on vous souhaite une bonne journée et on reste à votre disposition mobilisé sur ce sujet. Merci à tous.